L'Arabie saoudite est la première puissance économique du Moyen-Orient et la 20e économie mondiale grâce à sa politique de grands travaux, ainsi qu'aux investissements directs étrangers et à la solidité de son système bancaire et financier. Le royaume doit principalement sa richesse au pétrole, dont il détient les deuxièmes plus grosses réserves prouvées. Il est le premier exportateur au monde avec plus de 7 millions de barils exportés par jour et le second producteur à l'échelle mondiale. Son niveau de vie est l'un des plus élevés du Moyen-Orient avec un PIB par habitant supérieur à 20 000 $. La baisse des cours mondiaux du pétrole depuis 2014 a très fortement impacté ses performances économiques, le prix moyen du baril exporté passant de 110 à 35 $ par baril. Au cours de cette dernière année, les exportations pétrolières de l'Arabie saoudite ont représenté 12,74% de son PIB et 62% de son budget. En 2017, l'activité économique de l'Arabie saoudite a continué de ralentir en raison de la faiblesse de la production de pétrole suite à l'obligation du pays de limiter sa production dans le cadre des accords signés entre les pays membres de l'Organisation des pays exportateurs de pétrole en novembre 2016 et reconduit pour 9 mois en mai 2017. À côté de l'Arabie saoudite, se trouve la troisième plus grande ressource pétrolière du monde, l'Iran, avec environ 15% des réserves de pétrole mondiales. Le pays d'Hassan Rouhani occupe par ailleurs le deuxième rang mondial des pays riches en ressources gazières avec également 15% de réserves mondiales de gaz. En plus des hydrocarbures, l'Iran détiendrait environ 7% des ressources minérales mondiales et se classerait parmi les 15 principaux pays riches en minéraux. Son territoire renferme des réserves de plus d'une soixantaine de minerais divers. Plus de 40 produits minéraux sont exploités dans le pays et environ 20 métaux ou matières premières sont raffinés ou fabriqués sur place, notamment le cuivre, le plomb, le zinc, l'aluminium, la chromite et le manganèse. Le secteur pétrolier iranien a certes décroché avec le durcissement des sanctions internationales à l'été 2012, mais leur levée a automatiquement déverrouillé ce secteur clé de l'économie qui représente la source essentielle d'entrée de devises et la clé de voûte des finances publiques. Mais le retrait des États-Unis de l'accord limitant les capacités nucléaires de l'Iran le 8 mai 2018 pourrait réduire les exportations d'or noir de la République islamique, toute chose qui a influencé la production pétrolière de l'Arabie saoudite. En effet, Riyad a confirmé sa volonté d'augmenter sa production pétrolière en raison de 2 millions de barils supplémentaires chaque jour. Du côté de Washington, l'augmentation de la production pétrolière saoudienne est perçue comme un moyen d'éviter la hausse des prix du brut tout en compensant la future baisse de l'offre iranienne. De retour sur ce plateau de l'intelligence du monde et merci à Jeff Tété Médier qui signe ce reportage qui plante le décor pour le débat dans cette émission. Alors je vais commencer par le docteur Simo Diom pour planter un peu le décor. On parle de l'Arabie Saoudite et l'Iran aujourd'hui et tout à l'heure en off vous faisiez remarquer que c'est difficile, voire impossible de parler de ces deux pays séparément parce qu'il y a obligatoirement un regard croisé qu'il faut avoir tant il y a une sorte de compétition entre ces deux pays, notamment en termes d'actes géostratégiques concernant la gestion des ressources. Tout à fait. Il y a au moins 3 niveaux que peut adopter un regard sur une étude comparative de la puissance de l'Arabie saoudite et la puissance de l'Iran. Il y a un niveau religieux. Il y a une véritable compétition religieuse entre deux conceptions de l'islam. La conception wahhabite ou sunnite, portée par les 90% de la population de l'Arabie saoudite, qui estime que c'est la seule façon d'exprimer sa foi islamique. C'est une conception fondamentaliste, c'est une conception jusqu'au boutiste, jusqu'à la lettre du Coran. Il y a donc à côté la conception chiite de l'islam, qui est la conception des Perses, donc des Iraniens. Donc les chiites, c'est des personnes qui ont une autre conception de la religion islamique qui est plus modérée et qui est moins jusqu'au boutiste, qui est moins attachée à la lettre. Donc depuis au moins des années 30, il y a cette compétition qui nourrit les conflits en Arabie saoudite. Tout ce qui se passe au Liban, tout ce qui se passe en Syrie, tout ce qui se passe au Yémen, a un arrière-fond d'affrontement religieux entre le courant wahhabite et le courant sunnite. Donc il y a d'abord ce premier niveau de confrontation qui est la guerre sainte
Donc c'est une guerre sainte permanente. Il y a maintenant le niveau international. Il y a que l'Arabie saoudite a des alliés parmi les plus grandes puissances dans le monde, notamment les États-Unis d'Amérique depuis l'arrivée de Donald Trump surtout. Et de l'autre côté, et l'Union européenne, de l'autre côté, l'Iran s'est compté sur la Chine et beaucoup plus sur la Russie. Donc, le Moyen-Orient, c'est donc un terrain de confrontation, c'est une scène de confrontation des relations internationales qui utilise les deux relais locaux, l'Arabie saoudite et l'Iran, pour exprimer la violence et pour exprimer la soif de domination. Donc il y a de ces deux niveaux. Il y a enfin un troisième niveau qui est la guerre civile à proprement parler. Donc à l'intérieur des pays voisins, que ce soit au Yémen, en Syrie, vous avez des tribus qui s'entretuent et qui veulent, qui se battent pour le contrôle du territoire. Même là encore, nous avons l'Arabie saoudite et l'Iran qui interviennent et qui utilisent des groupuscules qui s'opposent pour le contrôle des territoires. J'espère que nous aurons l'occasion de voir les relations entre tous ces niveaux de confrontation entre les deux grandes puissances et les ressources dont les deux grandes puissances disposent, notamment le pétrole. Alors parlons des ressources, M. Kamga. L'Arabie saoudite, c'est connu de notoriété publique, l'Iran aussi. Alors, qui a quoi concrètement entre ces deux pays? Oui, merci encore de m'avoir convié à ce débat. L'Arabie saoudite est le premier producteur de pétrole, c'est-à-dire en matière de réserves, c'est le pays qui a le plus important de réserves de pétrole. L'Iran, contrairement à ce qu'on croit, l'Iran est un pays pétrolier, mais l'Iran est davantage un pays gazier. À eux trois, la Russie, l'Iran et le Qatar, à eux trois, disposent de plus de 50% des réserves gazières mondiales. L'Arabie saoudite est davantage un acteur pétrolier. Bon, et au-delà, sous l'enveloppe de la guerre religieuse, n'est-ce pas, du conflit de l'affrontement sunnite-chiite, sur cette enveloppe se cache, à mon avis, des affrontements de pouvoir, des jeux de pouvoir, qui sont la résistance des convolutions géopolitiques de cette région. L'Iran et l'Arabie saoudite sont deux caïmans dans un marigot, en fait. Il n'y aurait pas eu le sunnisme et le chiisme. Un caïman se serait revendiqué de la Perse. Un caïman, l'Iran aurait dit « nous sommes les Perses », l'autre aurait dit « nous sommes les Arabes ». Ou alors ça aurait pu être d'un côté les libéraux iraniens contre les conservateurs saoudiens. Donc, sous l'enveloppe de la guerre sous l'enveloppe de la guerre religieuse, c'est une analyse qui tient aussi. Et il y a aussi beaucoup d'autres lignes de clivage, lignes de fracture, n'est-ce pas, qui peuvent expliquer cette rivalité. Mais pour ce qui est des réserves, ou pour ce qui est des potentialités, de l'état des réserves de potentialité en matière d'hydrocarbures, on a d'un côté, n'est-ce pas, le leader pétrolier, celui qui mène la danse effectivement sur le marché pétrolier, parce que la plus grande compagnie pétrolière au monde qui dispose des plus grandes réserves aujourd'hui, c'est la Saudi Aramco, qui est une compagnie d'État qui contrôle un quart des réserves mondiales de pétrole. Et le plus grand gisement de pétrole, le plus grand champ gazier au monde se trouve en Iran. Et la compagnie iranienne et Total ont signé des partenariats pour son exploitation d'ici l'année prochaine. Bon, les sanctions de Trump viennent remettre tout à plat. On aura l'occasion d'en débat. Mais pour dessiner le périmètre, n'est-ce pas, des avoirs, de potentialités énergétiques des uns et des autres, l'un est davantage un acteur majeur sur le terrain pétrolier et l'autre est un acteur majeur sur le terrain gazier. Alors, Idriss, tout à l'heure, M. Kamga parlait de l'Arabie saoudite, qui a la plus grande réserve. Il me semblait que c'est le Venezuela, si je ne m'abuse, en termes de réserve de pétrole aujourd'hui. Bon, disons, si mes chiffres sont exacts, c'est juste pour vérifier. Disons, je pense qu'il a parlé de réserves attribuées à une compagnie précise. Parce que les réserves du Venezuela sont globales. Oui, sur l'ensemble du territoire. C'est le pays qui possède la plus grande réserve. Et la réserve de Aramco, effectivement. Mais deux petites choses quand même. C'est que, pour répondre à ta question, peut-être en ajoutant un tout petit peu à ce qu'a dit M. Kamga, il est difficile d'évaluer exactement quelles sont les réserves de l'Arabie saoudite et de l'Iran, parce que peut-être qu'on verra ça au fil des discussions. Ce ne sont pas des pays totalement transparents.
dans la manière dont est gérée, ou alors sont gérées ces ressources qui sont à la portée de leur pays. Voilà, donc Aramco ne rend pas forcément compte. C'est une entreprise qui a pour actionnaire le roi et le roi d'Arabie Saoudite. Et justement, dans le sens de cette rivalité, pas un conflit, mais cette rivalité qu'il y a avec l'Iran, ils ont tendance à penser que donner des indicateurs sur le principal moyen de combat entre les deux pourrait être défavorable l'un à l'autre. Mais je vais quand même préciser deux petites choses, docteur. Ce qu'il faut comprendre, c'est que déjà au Wahhab et sunnite, c'est deux branches tout aussi distinctes de l'islam. Hein. C'est-à-dire les Wahhabs sont encore les plus fondamentalistes. C'est-à-dire Ben Laden appartenait à la catégorie des Wahhabs, c'est-à-dire des gens qui vivent de dattes et de thé. Et c'est intéressant ce point parce que vous serez surpris d'apprendre que le gros des ressources pétrolières sont sur des terres détenues par des gens qui majoritairement sont des Wahhabs, c'est-à-dire sont des gens fondamentalistes en matière d'islam. Les sunnites sont un peu plus ouverts parce qu'au-delà du Coran, ils appliquent ce qu'on appelle la sunna. La sunna qui est l'ensemble des dispositions que le prophète des musulmans prenait pour régler des problèmes sociaux. Alors que les Iraniens, eux, effectivement, qui ne sont pas arabes, parce qu'il faut savoir que l'arabe est extrêmement conservateur et il n'est pas, enfin, on peut le dire, ce n'est pas des gens forcément ouverts. Chez l'arabe, il y a la famille, après la famille, il y a le clan, après le clan, il y a la grande tribu, après la grande tribu, je crois qu'il y a le royaume. Mais les Iraniens ne sont pas considérés comme des Arabes, c'est vraiment des Perses. Et ils ont une nature conquérante. Je ne vais pas revenir sur les conquêtes perses avec Darius le Grand, avec Xerxès, on en a parlé, je pense, dans les émissions précédentes. Donc du coup, qu'est-ce qu'ils ont fait dans la logique dans leur logique de confrontation? Les Perses ont laissé perdurer la religion tel que vécu par Ali, qui est un compagnon du prophète, et qui est l'islamisme chiite, en fait. Et donc, effectivement, sur le long de leur histoire, ces deux grandes nations se sont constamment affrontées. Donc, c'est intéressant à suivre. Pourquoi? Parce que pendant que le Venezuela a usé toute sa stratégie pour combattre le dangereux américain, pendant qu'au sein des pays africains, les rivalités trouvent l'Afrique et les poussent à s'entretuer entre eux, dans le Moyen-Orient, le pétrole est venu trouver une rivalité existante et a donné les moyens aux uns et aux autres. Et la manière dont c'est géré est justement quelque chose d'intéressant à suivre. Alors, M. Kamga voulait préciser quelque chose rapidement avant qu'on avance. Oui, au sujet des réserves. Il faut savoir que dans la géopolitique pétrolière, la réserve est davantage une réalité économique qu'une réalité géologique. Tous les 30 ans, on déclare que dans 30 années, il n'y aura plus de réserves. Les réserves du pétrolier vont s'épuiser en 30 années. 30 années après, on vous dit non, c'est dans les 30 prochaines années. Pourquoi? Parce que la réserve est fonction de la qualité de la technologie disponible à un temps T, n'est-ce pas? Et aussi, ça veut dire que plus la technologie s'améliore, plus on avance technologiquement, et plus on améliore les techniques de recherche, n'est-ce pas, de pétrole, plus on trouve du pétrole. Il y a le offshore profond, le pétrole en plein mer, il y a le pétrole dans les gaz, le pétrole de schiste, des sables bitumineux, il y a le pétrole en Arctique, n'est-ce pas, qui est en train de geler. Donc ça veut dire que il y a certaines réserves de pétrole encore non exploitées. Ça veut dire qu'au-delà du caractère stratégique de l'information sur la réserve, parce qu'il ne faut pas donner toute l'information à l'ennemi, il y a aussi la réalité technologique. Le niveau des réserves d'hydrocarbures augmente avec des découvertes technologiques. Plus la technologie en matière de prospective s'améliore, plus l'état des réserves s'améliore. Mais sauf que parce que le pétrole, c'est une ressource limitée. C'est une ressource Donc, au-delà de tout ce qu'il peut avoir comme innovation technologique, le pétrole finira par s'épuiser. C'est clair. Donc, dans les trois variantes du pétrole, le pétrole finira par s'épuiser. Mais il y a un avantage à faire valider des quantités de pétrole, des réserves de pétrole importantes. Parce qu'au sein de l'OPEP, les 14 pays ont besoin d'accroître chacun leur production. Alors, qu'est-ce qui se passe? Un pays a besoin de faire venir des experts de l'OPEP pour montrer
Ils ont une réserve. Oui, ce qui va accroître leur capacité de production et d'exportation. Donc les pays ne cachent pas leurs réserves parce qu'ils ont besoin de ces réserves pour avoir des quotas de production élevés. Mon propos sur les réserves, le discours sur les réserves allait dans un sens. Il y a toujours eu ce débat dans la communauté des experts quel est le pays qui a plus de réserves que d'autres. Et certains pays souvent exagèrent le niveau de leurs réserves pour pouvoir emprunter sur les marchés financiers. Donc ça veut dire qu'il y a plusieurs niveaux de complexité à ce niveau. Mais disons qu'on parle de réserves prouvées. Les réserves prouvées. Oui, il y a les réserves prouvées, il y a les réserves probables, il y a les réserves probables, il y a les réserves prouvées, il y a les réserves exploitables. Du point de vue de l'Arabie Saoudite, c'est volontairement qu'ils ne communiquent pas sur les réserves. Déjà, pour accéder au lieu d'exploration pétrolière là-bas, il faut des autorisations impensables. Et Aramco l'a toujours dit, je te le dis parce que j'ai suivi le directeur général d'Aramco sur Bloomberg Télévision lorsqu'on parlait de l'introduction en bourse de 5% du capital de cette entreprise. Oui, qui est d'ailleurs quelque chose d'assez colossal. Et on lui a demandé, maintenant que vous allez aller en bourse, il faudra être un peu plus transparent pour les investisseurs. Est-ce que vous pouvez nous parler de vos réserves? Il a répondu exactement ceci. Lorsque ce sera opportun, nous dirons exactement à ceux qui en ont besoin quel est l'état de nos réserves. Mais ce qu'on sait, et c'est là où tu as raison, c'est que Aramco continue d'injecter d'énormes quantités d'argent, 40 milliards de dollars pratiquement, sur les 3 dernières années, avant 2017 ou les 2 dernières années, je peux me tromper de chiffre, 40 milliards de dollars investis pour toujours forer, malgré que les prix du pétrole aient continué à baisser. D'ailleurs, Aramco était la seule entreprise qui, malgré la baisse des prix du baril de pétrole, continuait de forer. Et quand on demandait aussi au d'Aramco, il disait, je vais vous dire une chose, à 25 $ déjà, le pétrole, pour nous, est extrêmement rentable parce que les coûts de production sont autour de 4 à 5 $ le baril. Donc maintenant, quand nous on fort, on n'a pas de problème, on peut continuer de le faire. Parce que pour l'Arabie Saoudite, c'est devenu extrêmement important de maintenir aux yeux du monde qu'elle a toujours cette puissance énergétique qu'est le pétrole, aussi bien par rapport à ses alliés que par rapport finalement à l'Iran, qui est son rival historique, en fait. Voilà. Alors, Dr Simodjom, parlons effectivement de la gestion de cette ressource-là. On a été tous frappés de se rendre compte qu'à chaque choc pétrolier, l'Arabie Saoudite est celui qui souffre le moins. Et forcément, le prix du baril dépend aussi un peu du bon vouloir de l'Arabie Saoudite. Alors, quelle est la stratégie que ce pays a développée pour gérer sa principale ressource naturelle, qu'est le pétrole? Alors, l'Arabie Saoudite a considérablement souffert de la crise du pétrole qui a commencé en juillet 2014. Elle a considérablement souffert parce qu'au début de la crise, ses réserves étaient colossales. Mais malheureusement, qu'est-ce qui se passait? Il se passait que les dépenses publiques étaient considérables. L'eau était gratuite, l'électricité était gratuite. Les grands repas au sein des branches de la famille royale, qui comptent entre 15 000 et 30 000 membres, étaient gratuits. Tous les soirs, des repas gigantesques. Donc, la famille royale achetait la paix sociale avec la manne pétrolière. Donc, il y avait cet état de providence qui endormait les Saoudiens. Alors, qu'est-ce qui se passe donc quand le prix du baril chute? Il part de 115 $ jusqu'à 27 $ aux environs de mi-2017, mi-2016. Il s'avère donc que l'Arabie Saoudite commence à désinvestir parce que l'Arabie Saoudite avait des fonds d'investissement qui avaient placé des avoirs à l'étranger. Donc, les avoirs de 700 milliards de dollars ont été préservés, mais le royaume a commencé à désinvestir à l'étranger. Et le rythme de désinvestissement a pu faire dire au FMI que dans les 5 années qui venaient, si jamais l'Arabie Saoudite était dans des situations qui sont égales par ailleurs, c'est-à-dire le prix du baril du pétrole continue à baisser, l'Arabie Saoudite deviendrait un pays pauvre. Parce que certes, l'Arabie Saoudite a un pétrole facile à forer, donc rentable à hauteur de 25 $, mais l'économie n'était pas diversifiée. L'économie était dépendante du pétrole. Donc, l'Arabie Saoudite, elle a provoqué la crise du pétrole, mais elle en a également beaucoup souffert. Mais elle a également pris beaucoup de mesures
par la suite, parce qu'une TVA a été instaurée de 5%, ce qui n'avait jamais été le cas en Arabie Saoudite. L'eau n'est plus totalement gratuite. Les femmes travaillent désormais, les femmes peuvent conduire parce qu'on considère que c'est des acteurs économiques qui vont désormais produire de la richesse. Donc il y a un certain nombre de mesures qui sont prises. Nous avons également le grand projet d'une grande ville, une ville numérique, qui sera la première ville numérique au monde, une ville à 500 milliards de dollars. Le projet est également là. Et enfin aussi l'introduction de Aramco en bourse, une introduction qui devrait faire en sorte que pour la première fois dans l'histoire, une entreprise soit valorisée à 2000 milliards de dollars, c'est-à-dire le double de la capitalisation boursière d'Alphabet et de Google réunis. Donc, l'Arabie Saoudite a beaucoup souffert, mais elle s'est ressaisie et elle a donc adopté un plan Vision. Tout ça rentre dans le plan Vision 2030, qui est un important plan de préparation d'un monde après pétrole. Alors, et quelle est la place Idriss Lynch? On a vu des images très spectaculaires du nouveau roi, du très jeune roi Ben Salman, arrêter des milliardaires. Enfin, ils étaient dans une prison où on aimerait bien être emprisonné. Donc, pendant ce temps, on a vu une volonté, justement, de changer la manière dont les Saoudiens vivaient, tous ces milliardaires saoudiens qui pouvaient gaspiller de l'argent comme ils voulaient. Certains ont été contraints de rembourser des sommes importantes. Alors, quelle est la place qu'a pu jouer justement cette lutte contre la corruption et cette révolution sociale qui est en cours aujourd'hui en Arabie Saoudite? Je pense, Jules, qu'il y a une transformation profonde et fondamentale. Je ne suis pas sûr que je pourrais, à moi tout seul, apporter des réponses totales, parce que la psychologie de l'arabe est extrêmement complexe. Mais maintenant, ce qu'il faut comprendre avec l'Arabie Saoudite, c'est que l'Arabie Saoudite est un pays des alliances. Il faut saisir que les Saouds n'étaient pas là parce qu'ils dominent depuis presque la fin, enfin le début de l'islam en fait, depuis que le prophète était décédé, et par la suite ses héritiers ont pris le pays, ont pris la religion à bras le corps. Donc du coup les religieux s'étaient rendus compte que ce serait difficile de garder la religion s'ils n'avaient pas la force. Il y a donc eu une alliance entre les religieux et la famille des Saouds, qui était une famille extrêmement puissante, une famille guerrière, qui elle a pris sur elle de protéger la religion islamique et ses fondamentaux. Et en contrepartie, elle avait un droit de gestion et peut-être une prime à la gestion sur les affaires publiques du pays. Mais tout ça était très beau, et c'était des bouffeurs de dattes et de buveurs de lait de chameau, et peut-être un peu du commerce de l'or, jusqu'à ce que on découvre le pétrole, parce que le pétrole, c'est 1900 et quelques. Ça ne date pas de 6 siècles. Donc, du coup, quand le pétrole est venu, effectivement, on s'est rendu compte qu'il y avait beaucoup d'argent. Et comme je te l'ai dit, c'est-à-dire que les propriétaires réels des puits pétroliers, parce que chez eux, l'attachement à la terre est fondamental. C'est-à-dire, là où c'est ta terre, tout ce qui y est t'appartient. Donc, du coup, les vrais propriétaires des produits pétroliers qui reçoivent une rente sur la production pétrolière, ça peut être 3 ou 4%, je ne sais plus quel est le montant, sont des milliardaires qui ne dépensent pas. Parce qu'ils boivent des dattes et ils boivent du thé. Et ils font la prière du matin au soir. C'est vraiment des bédouins du désert, tu vois un peu. Et aujourd'hui, il y a donc une mutation. Les Saoudiens ont été habitués à des dépenses. Ce que le FMI dit, c'est un peu une analyse un tout petit peu légère. Je suis désolé, j'aime bien le FMI. Mais sur ce coup, ils ont été un peu légers. Parce qu'on aperçoit, on doit faire une différence entre le déficit structurel qui est fondamental et inévitable, et le déficit occasionné par une gestion approximative. Effectivement, si chaque fin d'année, le palais, qui est la présidence d'Arabie Saoudite, décide que la famille royale va aller à Marbella dépenser 1 milliard de dollars, ce n'est pas une dépense fondamentale. Techniquement, ils peuvent se passer d'aller passer des congés à 1 milliard de dollars à Marbella. Tu vois un peu ce que je veux dire? Mais pendant ce temps, il y a une pression qui monte, il y a une jeunesse montante. Aujourd'hui, 34% de la population saoudienne, elle est jeune. Elle ne peut plus simplement se contenter des subventions de l'État. Elle a besoin de vivre autre chose. Elle a besoin d'accéder à une nouvelle étape de son épanouissement. Et du coup, les Saoudiens ont besoin de réfléchir différemment. Parce qu'au contraire,
des autres pays, c'est un pays où les gens savent revendiquer ce qui leur revient de droit. C'est-à-dire, s'ils ne sont pas contents, ils sont capables de devenir des kamikazes, un peu comme s'est révolté Ben Laden, qui finalement était devenu quelqu'un d'assez incontrôlable. Donc je crois qu'il y a une mutation réelle. Le jeune prince prend des risques parce qu'il y a une vieille garde conservatiste. Bien sûr. Et autour de ça, dans ce jour, l'enjeu de la gestion du pétrole. Est-ce qu'on va redéfinir le partage? Est-ce qu'on va redéfinir la manière dont c'est fait? Ça, je ne peux pas le dire ici. Mais par contre, je veux te rassurer que l'Arabie Saoudite peut aussi activer un autre levier important, c'est qu'ils reçoivent 1,5 million de touristes religieux chaque année qui dépensent pas moins de l'équivalent de 1 000 à 2 000 $ par an. D'accord. Oui. Oui, au sujet de l'établissement politique saoudien. Je voudrais d'abord venir sur le wahhabisme parce que Dr Simo Djama insisté là-dessus, c'est très important. On ne peut pas comprendre ce pays sans comprendre, n'est-ce pas, l'idéologie qui sous-tend du moins son élite, qu'elle soit culturelle ou politique. Le wahhabisme est une idéologie professée par un imam du désert, Ibn Muhammad Wahhab, dans le désert du Necht, qui est décédé en 1789. Donc c'était un contemporain de la Révolution française. Vous voyez, pendant qu'en France, les Lumières prévalaient au Moyen-Orient, dans le désert, oui, c'était l'obscurantisme. Mais le wahhabisme ne peut pas être taxé d'obscurantisme, c'est juste une vision différente du monde. Oui, tu ne peux pas le dire comme ça. Je suis peut-être... je retire le mot obscurantisme. Oui, c'est ça, c'est une vision différente. Ça ne heurte pas, mais il faut qu'on soit équilibré. Non, mais écoutez, le plus important, je retire le mot obscurantisme, le plus important, selon moi, que c'est le regard que l'on pose de cette société, puisque toute la littérature qui nous parvient sur l'Arabie Saoudite est sur une littérature occidentale. Ça veut dire que les Occidentaux sont des bourgeois, des enfants de lumière qui regardent la société. Non, mais c'est la réalité, qui regardent cette société avec des yeux d'Occidentaux. Et ça peut souvent biaiser le regard. Le regard, justement. Comme l'Église le dit si bien, c'est deux approches totalement différentes, deux façons de concevoir la gestion de la cité, de concevoir l'État, de concevoir la relation à la religion. Oui, sauf que voici ce qui se passe. Il y a une alliance entre cette vision rigoriste, si vous voulez, cette vision rigoriste de l'islam, c'est-à-dire entre le clergé et la famille Saoud au pouvoir actuellement. D'un côté, à la famille Saoud, le pouvoir sur les hommes, le pouvoir de la gestion de la cité, et aux imams, le pouvoir religieux. La composante pétrolière, du moins, tout ça a besoin d'une protection. Et ils se mettent sur la protection des Américains avec les accords de Quincy, le 14 février 1945. Le Quincy, c'est un navire américain où Roosevelt et le roi saoudien de l'époque ont signé un accord pétrole contre protection. Et le clergé et la famille saoudienne et les puits de pétrole seront protégés. On sont mis sur la protection des États-Unis et en retour le pétrole. Sauf que la population s'étend, elle est de plus en plus jeune, et l'Arabie Saoudite est le pays le plus connecté aux réseaux sociaux dans le monde. C'est-à-dire, on a une certaine génération, avant MBS, le nouveau roi, c'était une gérontocratie qui gouvernait ce pays. Ça veut dire qu'on a une vieille garde qui est un peu rigoriste, un peu conservatrice. On a une génération montante qui est ouverte sur le monde, qui a Internet, qui est ouverte sur les réseaux sociaux. Donc ça peut créer quelques petites cassures. Et comment peut-on faire tenir tout ça en harmonie? C'est en redistribuant la rente pétrolière, en infusant la rente pétrolière dans toute la société pour qu'il n'y ait pas de cassure dans la société. Cela dit, qui dit jeunesse connectée, qui dit jeunesse ouverte, dit jeunesse qui tente à s'occidentaliser et qui veut autre chose. Et MBS l'a bien compris, le nouveau roi saoudien, ancien ministre de la Défense, qui, rappelons-le, est celui qui a engagé la guerre contre le Yémen, du moins les opérations iraniennes au Yémen. Il l'a donc compris en essayant de réorienter la société vers un peu plus de modernisme. Mais cependant, voilà, on a eu l'habitude au Moyen-Orient des tentatives de modernisation de la société par le haut. Ça veut dire top-down. On l'avait avec Bourguiba en Tunisie, ça n'a pas donné, du moins à son époque. Ça a peut-être abouti avec la révolution du jasmin. On a vu Nasser, on a vu Sadat, et même en Iran, le Shah n'a pas pu moderniser la société vers le haut. Est-ce que MBS réussira le pari de moderniser la société vers le haut?
Parce que qui dit ouverture, qui dit modernisme, dit une certaine démocratisation de la société, qui dit embourgeoisement des masses, dit besoin de démocratisation, d'ouverture et besoin de transparence dans la gestion au quotidien de la rente pétrolière. Donc, mis à côté toute la rivalité avec le grand voisin saoudien et tout, parce que c'est un îlot de stabilité dans un océan d'instabilité. La réflexion est ouverte et nous Alors, devons... Il y a quelques... Voilà. Parlons un peu justement de l'Iran aussi, parce que l'Iran, comme on l'a dit, c'est davantage un pays gazier, mais on se rend compte aussi c'est un pays qui est très fermé. L'Arabie Saoudite l'est aussi, mais on a l'impression moins que l'Iran. L'Iran qui a souffert aussi, rappelons-le, de plusieurs années de guerre contre le voisin irakien. Alors, comment est-ce que l'Iran perçoit les ressources naturelles? Comment est-ce que c'est organisé là-bas? Est-ce que finalement, ce sont des ressources qui profitent aux Iraniens? Alors, les ressources de l'Iran sont gérées de façon, comment dire, sous perfusion à cause des sanctions. Oui, une première vague de sanctions en 1980, une deuxième vague en 1987 et une troisième vague en 2006 avec l'introduction de l'enrichissement de l'uranium. Donc, des sanctions contre le terrorisme, des sanctions contre la fabrication, des soupçons de fabrication de l'arme nucléaire. Donc, tout cet environnement de répression internationale mené par l'ONU et les États-Unis d'Amérique contre l'Iran ont contribué à façonner une vie plutôt ascétique. Parce que l'Iran, certes, c'est un pays qui continuait pendant la période des sanctions à échanger le pétrole contre la nourriture, contre certains services. Et certaines entreprises contournaient également des sanctions pour travailler avec l'Iran. On a vu par exemple le cas avec BNP, qui a payé en dollars et qui a dû écoper d'une sanction de 9 milliards de dollars, parce qu'elle avait payé en dollars à un pays qui était sous sanction américaine. Et elle avait utilisé le dollar. Donc elle avait été sanctionnée. Donc l'Iran souffre. L'Iran n'a pas la latitude de gérer son pétrole, de profiter. Donc, l'Iran est en pleine souffrance. C'est pour ça qu'après le départ de Ahmadinejad en 2013 et l'arrivée d'un modéré au pouvoir, Hassan Rouhani, on a eu un vent de changement qui a soufflé. Les Iraniens eux-mêmes étaient déjà vraiment presque dans l'oppression totale. Ils ont saisi également l'opportunité d'un libéral au pouvoir aux États-Unis d'Amérique pour négocier un assouplissement des sanctions. Voilà, et c'est ainsi que l'Iran est revenu sur la scène du pétrole avec 3 millions de barils par jour. Et c'est là même que commence la guerre du pétrole, parce que quand l'Iran revient, pour l'Arabie Saoudite, c'est un danger, c'est une menace. Bien sûr. Une menace qui s'en ajoute à une autre, la menace américaine. Parce qu'entre 2006 et 2013, les producteurs américains de pétrole de schiste, des hydrocarbures de schiste, le gaz et le pétrole en tout, avaient suffisamment investi dans le domaine de l'exploration des hydrocarbures de schiste. Et la production américaine avait accru, au point où l'Amérique était devenue le swing state. Un rôle qui était dévolu à l'Arabie Saoudite pendant très longtemps. Donc les deux facteurs, le retour de l'Iran sur la scène internationale, notamment sur la scène pétrolière, et la perte, la surproduction américaine qui a suscité la perte du statut de swing state par l'Arabie Saoudite. Ces deux facteurs ont poussé l'Arabie Saoudite dans ses derniers retranchements et elle a donc engagé une politique de surproduction pétrolière. Elle a inondé, elle a violé les quotas, elle a inondé le marché de barils et le prix du baril a baissé. C'est ainsi. Donc, l'Arabie Saoudite se disait, moi j'ai des possibilités de produire le pétrole de façon peu chère, donc je vais inonder le marché, je vais punir l'Iran. L'Iran ne compte que sur le pétrole. Moi j'ai un grand matelas de 700 milliards. Et de la même manière, je vais épuiser la surproduction américaine. Donc, je vais faire d'une pierre deux coups. Voilà d'où vient la crise qu'on appelle la crise du pétrole, mais qui est une véritable guerre du pétrole. Donc, l'Iran se retrouve sur la scène, mais malheureusement, il y a cette situation, le baril chute à nouveau. Mais ce n'est pas tellement la chute du prix du baril qui pose problème. C'est le retour au pouvoir d'un non-libéral, c'est-à-dire Donald Trump, qui revient sur les sanctions, les accords et qui décide de sanctionner. Toutes les entreprises qui avaient signé des accords pour revenir travailler avec les Iraniens
doivent se retirer parce qu'il y a la menace de la sanction. Donc pour l'Iran, ces 30 dernières années ont été vraiment difficiles et c'est un défi de dire quelle est la relation de l'Iran à la rente pétrolière parce que le pays a évolué dans une situation d'oppression et de perfusion. D'accord. Alors, Idriss Lynch, est-ce que c'est la puissance pétrolière de l'Arabie Saoudite qui fait en sorte que ce soit un pays où on a l'impression qu'on lui passe tout? Parce que l'Arabie Saoudite, n'oublions pas, vous l'avez si bien relevé au début, c'est là où s'exerce l'islam le plus radical qui soit. On a souvent du mal à en parler. Qu'est-ce qui justifie cette forme de complaisance occidentale vis-à-vis de ce pays? On le relève, il y a à peine un an que les femmes ont le droit de conduire, et il y a à peine un an qu'on a l'impression que les femmes peuvent faire beaucoup d'autres choses, mais c'est aussi un pays qui pratique la charia, on ne le dit pas assez. Qu'est-ce qui justifie justement cette complaisance? Est-ce cette superpuissance pétrolière? Je pense que, comme je l'ai expliqué, l'élite dirigeante en Arabie Saoudite est habituée à des alliances. Les Saouds ne connaissent que ça, les alliances. Parce qu'en réalité, l'arabe, il n'existait pas un pays où on disait, voilà l'Arabie Saoudite, ils sont unis. Ça n'existait pas. C'était des clans, c'était des familles. Et les Saouds, qui étaient le clan le plus influent, a réussi à fédérer tout le monde en promettant de garantir la stabilité de la religion. Donc, c'est un peu ça le contrat moral qui existe entre le clergé, comme tu l'appelles, et la classe politique. Alors, du point de vue des décisions de protection, de gestion, tant que l'Arabie Saoudite, qui est quand même un peu le Vatican des musulmans sunnites et wahhabites, tant que c'est quand même un peu leur Vatican et qu'on peut aller y faire la prière, le pèlerinage, qui est une prescription pour les musulmans, un peu comme ne pas manger la viande de porc et faire la prière et croire en un seul Dieu. Donc tant que tout ça est protégé, je pense que le clergé ferme un tout petit peu les yeux. Mais je pense parle pas forcément du clergé, je parle de la communauté internationale. Mais quand je vois les condamnations qu'on fait à d'autres pays, j'ai du mal à me demander pourquoi est-ce que... J'en viens à la communauté internationale. En réalité, les Américains ont beaucoup d'intérêt sur le territoire saoudien. Aussi bien en termes de coopération pétrolière. Aramco est peut-être très puissante, mais elle fait beaucoup de sous-traitance. Parce qu'il faut dire que les Saoudiens n'étaient pas non plus habitués à beaucoup trop travailler. C'est vrai pour les hommes, c'est vrai pour les femmes. Donc ce n'est pas seulement une affaire de femmes. Et puis que les femmes ne conduisent pas, je pense que ça fait partie de leur tradition. Vous savez, ce n'est pas le seul endroit où il n'y a que 2 siècles que les femmes ont la parole dans les pays occidentaux, alors qu'en Égypte, on avait déjà une femme qui était pharaon, je crois, Néfertiti. Le droit de vote n'a que 70 ans en France. Les Européens n'ont ça que depuis quelque temps. Ils ne peuvent pas vouloir dire que les autres sont dans la barbarie. Chacun son rythme. Et puis, tu vas venir. Et puis, n'oublie pas que, alors que les Européens sont dans l'an 2000, les Arabes, dans leur calendrier à eux, il faut que je le rappelle, sont encore à l'an 1600. Ou 1400 et quelques. Ils ne vivent pas la même temporalité. Donc, ils ne sont même pas au même niveau de temporalité que nous. Donc, nous ne pouvons que les arrêter sur le fondamental, mais sur la peine de mort et tout le reste, d'autres pays pratiquent ça. Les États-Unis, qui sont les alliés de l'Arabie Saoudite, pratiquent la peine de mort. C'est peut-être moins brutal, parce qu'on ne pend pas les gens publiquement le vendredi et tout le reste. Mais je vais revenir un peu sur ce que tu as dit sur l'Iran. Je crois qu'il faut comprendre qu'au contraire de l'Arabie Saoudite, l'Iran est une communauté dirigée et habituée à la gestion publique de très longue date. C'est-à-dire l'Arabie Saoudite est issue des alliances, mais la Perse qui aujourd'hui est connue sous l'appellation d'Iran, est une tradition. Et c'est des gens fiers. C'est pour ça que la religion telle que prônée par Ali leur a fait plaisir. Parce qu'on n'en parle pas assez. Ali prône par exemple que pour montrer que tu es triste de tes péchés, que tu prennes un bâton, tu te fouettes le dos jusqu'à ce que le sang sorte. Ils ont ces autoflagellations qu'on retrouve aussi chez les chrétiens fondamentalistes. Hein. Il y a une religion, je ne sais pas comment on les appelle, au Vatican, ou je ne sais pas moi quoi. Les chrétiens fondamentalistes, là, je n'oublie comment on les appelle.
je retrouverai ça. Donc, du coup, les Iraniens sont des gens fiers. C'est des gens qui n'ont pas hésité à venir attaquer Alexandre le Grand, attaquer la Grèce quand il le fallait pour étendre leur empire. Et quand ils se sont rendus compte que les Occidentaux ont toujours cette manie, et les Occidentaux le reconnaissent, l'Occident est une civilisation belliqueuse. Elle le reconnaît, ce n'est pas quelque chose qu'elle renie. Alors, ils ont trouvé en face un peuple moins docile, et donc c'est devenu un problème. La guerre contre l'Irak a été totalement montée parce qu'on avait retiré toutes les garanties pétrolières aux entreprises britanniques et américaines. C'est là où ont commencé les problèmes. On a commencé à penser, on a commencé à parler des droits de l'homme, mais ils n'ont pas besoin de ça. Les Iraniens portent le voile et ça leur convient. Un peu comme les gens à l'ouest du Cameroun portent des tissus bardés de motifs. Ou alors au Kenya où les Maasai marchent torse nu. Ce n'est pas un problème. Mais maintenant, l'Iran a été vraiment le pays victime